Je raconte ça à mes potes comme si, vraiment comme si j'avais... j'ai acheté du pain et... aussi, j'ai donné mes ovocytes. Vraiment comme une anecdote. Moi, ça me rend heureuse. Heureusement, je sais pas. J'en ai, prenez-les, servez-vous. J'ai choisi de faire un don de sperme. Là, c'est un truc que je comprends, qui a du sens dans ma perception des choses. Je suis là pour la raison, je l'ai choisi. Et au pire, si ça me gêne, c'est de ma faute. Parce que c'est un choix, c'est un truc que j'ai délibérément fait de mon propre gré. Manon et Simon ont tous les deux donné leurs gamètes. Et avant de voir leur minuscule bout d'ADN atterrir dans la cryobanque du Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain du CHU de Rennes, le CECOS, il a fallu se décider, choisir de donner et se faire à l'idée qu'il serait possible, 18 ans plus tard, que la personne issue du don accède à leurs données biologiques et pourquoi pas les rencontre. Souvenez-vous, c'était l'une des grandes nouveautés de l'évolution de la loi de bioéthique de 2021. En plus d'élargir l'assistance médicale à la procréation, l'AMP, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Qu'en est-il 5 ans plus tard ? Aujourd'hui, ce n'est pas tout rose, prévient l'Agence de la biomédecine. La demande en ovocytes et en spermatozoïdes a été multipliée par 6 depuis 2021. Les demandeurs attendent en moyenne entre 17 et 22 mois avant une prise en charge. Côté donneurs, ils sont 1015 candidats en 2025, de quoi stabiliser le stock de paillettes de spermatozoïdes. Chez les femmes, malgré 1050 donneuses, ce qui constitue un véritable record, 2700 personnes restent en attente d'une prise en charge. En réalité, malgré des dons en constante augmentation, la demande est toujours plus élevée. Ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin donne la parole à une donneuse et à un donneur pour comprendre leur motivation et leur parcours sous le regard bienveillant de Ségolène Vaux, biologiste au CHU de Rennes. Bienvenue dans la guerre des gamètes. Alors pour rappel, il y a un premier contact avec une consultation médicale de validation génétique, une signature des consentements, une étude des facteurs de risque génétique, une détermination des caractéristiques phénotypiques, un examen de biologie médicale, un bilan hormonal, puis une deuxième consultation pour une échographie, un entretien avec un psychologue ou un psychiatre qui conduit à une stimulation ovarienne avec des injections d'hormones tous les jours pendant une douzaine de jours pour enfin avoir une ponction des ovocytes. Pourquoi tu t'es lancé dans ce parcours aussi long et aussi lourd pour des inconnus ? Maintenant que tu énonces tout ça, c'est vrai que je me rends compte que c'était plus lourd que ce que j'avais en tête. Je me suis lancée dans cette aventure un peu par hasard. En fait, j'étais dans la salle d'attente de ma gynéco qui avait tendance à avoir beaucoup de retard. Donc, comme tout le monde, je regarde les affiches, je scrolle sur mon téléphone. Et puis, j'ai pris un flyer qui est resté des mois dans mon appartement. Et du jour au lendemain, j'ai pris rendez-vous. Au moment où j'ai rencontré les généticiens, où il a fallu que je refasse tout mon arbre généalogique et des antécédents de ma famille, on ne connaît pas forcément tous les antécédents médicaux de notre famille sur les 2 dernières générations, les cousins, les grands-oncles, etc. Là, je me suis dit, ah oui, non, c'est vraiment sérieux, quoi. Comment ça s'est passé chez toi ? C'était bien ? Alors, le premier rendez-vous, en fait, c'était un peu de l'impro total avec ce que je me souvenais, on va dire, de ma famille proche. Après, je me suis renseignée après coup auprès de mes parents, de mes grands-parents, en fait, voir s'il y avait des choses à rajouter. Il s'avère que dans ma famille, on est plutôt tous en bonne santé, à part des maladies de vieux, en fait, qui se déclenchent très tard. Donc, tant mieux. Une bonne et là chose. encore, c'est un investissement, c'est du temps. Ouais, c'est du temps et même sur le long terme, c'est-à-dire qu'actuellement, si il s'avère que, je sais pas, ma sœur, mes cousins, mes parents, on leur découvre quelque chose, il faudra que je continue en fait d'informer le centre de PMA que en fait mes gènes sont peut-être pas si bons que ça. Ah oui, donc il faut le dire, quoi. Ouais, c'est ça, et maintenant et pour toute la vie. Il y
a 12 cuves qui contiennent de l'azote liquide qui est à une température de moins 196 degrés. Et à l'intérieur de chacune des cuves, on retrouve des sortes de gobelets rangés dans des gouttières, pour faire simple, et qui vont contenir des dizaines de milliers de paillettes. Une paillette, pour se la représenter, c'est comme l'intérieur d'un stylo bic, ça a à peu près cette dimension-là. Et à l'intérieur d'une paillette, soit on va pouvoir trouver des spermatozoïdes, généralement par millions ou par centaines de milliers, soit des embryons, soit des ovocytes. Donc c'est là que les gamètes de tous vos patients arrivent, sont stockés. Ici, on va avoir soit des gamètes qui ont été données pour aider des couples ou des femmes à devenir parents, soit des gamètes autoconservées, notamment quand il y a un risque d'altération de la fertilité, par exemple avant les traitements de chimiothérapie, et toute la conservation des embryons issus des projets parentaux des couples et des femmes qui sont pris en charge dans notre centre. Je m'imaginais quelque chose de plus waouh. Ouais. C'est déjà pas mal parce que on a plutôt une belle cryobanque à Rennes. C'est une belle salle avec des dimensions. Mais c'est tellement petit une paillette que là vous avez la place. Je pense qu'on a plus de 100 000 paillettes, largement plus de 100 000 paillettes ici. Oui, donc il y a de quoi repeupler une bonne partie de la Bretagne. Ouais. Et du coup, c'est quand même un lieu hyper sensible qui est contrôlé en permanence. On a un système d'alarme avec des contrôles de niveau d'azote et c'est surveillé 24 heures sur 24. On a des astreintes la nuit pour intervenir en cas de problème de niveau trop haut, trop bas. Oui, parce que le pire, ce serait de les perdre. Ce serait un drame. C'est déjà arrivé ? C'est arrivé dans certains sécos. Il y a quelques années, il y avait une grosse cuve qui avait été perdue dans un sécos de France. Drame. Et là, ça peut vraiment être des vies qui basculent en fait. Ouais. Parce que là, on voit ces cuves, on peut très vite oublier que derrière, il y a des destins. Ah oui. Non, c'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement contrôlé et que ça l'est à chaque minute de la journée, nuit et jour. Je suis le professeur Marc-Antoine Bellereau-Thureau, je suis biologiste et le chef du service de biologie de la reproduction SECOS. L'aspect génétique, et c'est une originalité du SECOS de Rennes, il y a des généticiens qui sont ici, qu'il n'y a pas forcément dans les autres SECOS. Et ces généticiens, donc le docteur Marie et moi-même, on va voir les candidats au don, femmes et hommes, et on voit aussi les couples receveurs. Et on va étudier avec eux, préciser leur état de santé, ceux de leurs frères et sœurs, leurs parents, leurs oncles et tantes, cousins, cousines, jusqu'aux grands-parents, du côté paternel et du côté maternel. Et on va, à travers ça, identifier, et à l'aide de la grille nationale des SECOS, avec un certain nombre d'items, qui couvrent à peu près l'ensemble des pathologies, ce qu'on appelle des FCR, des facteurs cumulatifs de risque, et également, ça peut être des pathologies, des gens qui peuvent être porteurs, sains, ou des prédispositions, par exemple des prédispositions au cancer, ou des choses comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on essaye de faire l'appariement entre les receveurs et les donneurs le mieux possible. Alors du coup, moi c'est Simon, j'ai 21 ans et ça fait 3 ans que je suis à Rennes en licence de cinéma. Et voilà, j'ai choisi de faire un don de sperme. Voilà. Pour quiconque lira cette lettre, voici mes motivations personnelles pour lesquelles j'ai eu envie de me porter volontaire pour un don de sperme. Je m'accroche à des choses qui ont du sens, des choses que je comprends, qui sont presque matérielles, parce que je crois que c'est avec et par ces décisions que je vais pouvoir avancer dans une direction que je pense être la bonne. Le don de sperme fait partie de ces choses. Aujourd'hui, si je peux aider des personnes qui en veulent vraiment et dont c'est le plus grand rêve, je peux faire ce geste. La famille est quelque chose de très important et précieux qui emplit de bonheur, et pouvoir rendre service dans ce sens me rend aussi très heureux. Si dans le futur, la personne née suite à ce don souhaite me rencontrer, j'espère pouvoir être ouvert tout en étant dans la même voie que celle que j'amorce aujourd'hui. Alors, il y a ce qui est long aussi dans cette
dans ce don de spermatozoïdes, c'est qu'il y a 6 recueils. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe ? Tu peux nous décrire Bah écoute, à chaque fois, j'arrive à leur demander et on arrive dans une salle. On nous explique qu'il faut désinfecter le gland, par exemple, la verge. Il faut se masturber et recueillir l'entièreté de l'éjaculat dans une espèce de fiole. Voilà. Et il faut aller aussi aux toilettes avant pour faire un recueil d'urine. À la fin, le sperme est pesé pour confirmer que c'est ok. Après, je peux partir. Ça dure le temps que ça dure en vrai. Donc, en vrai, c'était un peu une. Est-ce que c'est pas des moments un peu bizarres quand même ? Franchement, moi, je suis arrivé, je me suis dit bon, je l'ai fait. Je suis au moment un peu fatidique. Ça sert à rien d'être gêné ou de voilà. Et en vrai, ça sert à rien d'en parler sans en parler en utilisant des mots pour pas trop évoquer le sujet. Franchement, je me suis dit, j'y suis, quitte à assumer le truc. Voilà, ça sert à rien de contourner. Et je suis là pour la raison, je l'ai choisi. Et au pire, si ça me gêne, c'est de ma faute. Parce que c'est un choix, c'est un truc que j'ai délibérément fait de mon propre gré. Alors, moi, je suis Stéphanie Tranchot et je suis psychologue clinicienne au SECOS depuis bientôt 3 ans. Est-ce qu'il y a des profils de donneurs et de donneuses ? Vous qui les voyez là défiler dans votre bureau, est-ce que vous y a un profil type ? Non. Non, c'est très varié. Je peux vous donner des grandes catégories si vous souhaitez. Il y a les gens qui ont eux-mêmes dû recourir à de la PMA, alors évidemment sans don, ou alors parfois du don pour leur conjoint ou leur conjointe qui, après avoir reçu, souhaitent donner à leur tour, comme dans une logique de réciprocité du don. Il y a des gens qui ont été sensibilisés par des situations d'infertilité dans leur famille ou dans leur entourage amical. Et puis, il y a aussi, je pense qu'on voit apparaître aussi une population de donneurs et donneuses beaucoup plus jeunes qui ont l'idée généralement très définie qu'ils n'auront pas d'enfants, qu'ils ne veulent pas d'enfants et qui souhaitent mettre à profit un patrimoine, des gamètes qu'ils ont, qui ne leur servent à rien, comme disent certains, pour d'autres. Pour certains, c'est même un acte militant depuis que la PMA a été ouverte à toutes les femmes. Il y a une dimension politique parfois dans le don. C'est assez incroyable d'imaginer la quantité de vie potentielle qu'on a dans la cryobanque, que ce soit à la fois sous forme d'embryons, donc des vies potentielles qui sont quand même déjà créées, et sous la forme de gamètes qu'on va pouvoir utiliser pour féconder, pour faire des fécondations. En fait, là, on a sous les yeux un transporteur qui va permettre d'emmener là où les paillettes que l'on a attribuées, du donneur qu'on l'on a attribué pour la patiente, vers la clinique qui va la prendre en charge. Donc là, en l'occurrence, la clinique de la sagesse. Et donc ma collègue vérifie encore une fois l'identitovigilance, c'est-à-dire que la paillette qu'on a sélectionnée pour cette tentative correspond bien à ce qui a été récupéré en cuve. Et on transmet également à la patiente toute la documentation nécessaire pour le suivi des tentatives, puisque la réglementation nous impose une limite de 10 naissances par don. Et donc, en fait, à chaque utilisation de paillettes, on a une traçabilité de ce qui va de ce qui va avoir été obtenu en termes de résultats. Donc là, il y a combien de spermatozoïdes et combien d'ovocytes ? Il y a des milliards, des centaines de milliards. Des centaines de milliards. Mais oui, mais rien que dans un éjaculat extrêmement riche, c'est rare, c'est rarissime. Mais dans un éjaculat extrêmement riche, on peut dépasser parfois 1 milliard de spermatozoïdes. Dans une paillette de spermatozoïdes en vue d'insémination, on a plusieurs millions de spermatozoïdes. Nous, quand on délivre des paillettes, soit pour une utilisation interne, soit pour nos correspondants extérieurs, on délivre 10 millions de spermatozoïdes mobiles pour pouvoir avoir une préparation de qualité et de bonnes chances de grossesse. Donc là, dans les cuves, on a en pratique des dizaines de milliers de paillettes. On a, je pense, entre 100 et 200 000 paillettes, je pense, en cryobanque. Mais effectivement, des milliards et des milliards de spermatozoïdes. Donc là, ça y est, c'est parti ? C'est parti. La patiente va récupérer son conteneur de transport. Elle va l'emmener à la clinique de la sagesse, où le laboratoire va récupérer les paillettes pour faire la technique. Ah oui, on y va. Bonjour. Alors tout est loin d'être tout rose.
Ah oui. Est-ce qu'il y a des profils à éviter ? Il y a énormément de candidats, donc là je reparle des donneurs et des donneuses. Il y a beaucoup de candidats. C'est quoi les profils à éviter ? Est-ce que vous avez vous dites non mais il y a des profils qui reviennent tout le temps et il faut absolument éviter ces profils-là ? Il n'y a pas de profil à éviter. Néanmoins, je dirais que notre boussole, quand on les reçoit, c'est de s'assurer qu'ils ont quand même une connaissance, je dirais, intellectuelle, déjà du cadre dans lequel ils mettent les pieds. C'est-à-dire, c'est anonyme aujourd'hui, il y a possiblement la levée de leur anonymat dans 18 ans, qui connaissent ça, et en même temps qu'ils font quand même une distinction assez nette entre la place d'un donneur et la place d'un père. C'est-à-dire qu'on s'assure que c'est pas un désir de paternité un peu masqué qui s'avance derrière une démarche de don, qu'ils savent aussi faire avec l'incertitude de leur don. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'ils seront contactés, ils ne savent pas à qui va être attribué ce don. Ils sont obligés de répondre s'ils sont contactés ? Non, pas du tout. La levée de l'anonymat dit bien que c'est une levée de l'anonymat par l'enfant. Donc l'enfant aura des informations. Il pourra choisir entre les données identifiantes ou les données non identifiantes ou l'ensemble des données. Mais la loi, elle s'arrête là. C'est-à-dire qu'après, il y a aussi un infini des possibles sur qu'est-ce que cet enfant va faire de ces données-là. Mais la loi ne dit pas que le donneur sera obligé de répondre à la demande de l'enfant. Il y a des donneurs qui veulent donner, mais qui savent qu'ils ne voudront pas rencontrer cet enfant, tout en pouvant dire que finalement, ils ne savent pas trop comment ils réagiront dans 18 ans, 25 ans, 30 ans. C'est marrant et c'est pas marrant, mais je souligne quand même que quand je vous ai dit quels sont les profils à éviter chez les donneurs et les donneuses, vous vous êtes tout de suite orienté chez les donneurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de problèmes avec les donneuses ? C'est une bonne question. Quand même, donner ses ovocytes, ça c'est ce qui se dit beaucoup. Donner ses ovocytes, c'est quand même pas la même démarche que donner ses spermatozoïdes. Même si il faut pas totalement éluder l'effort que ça demande de donner ses spermatozoïdes. C'est pas un geste invasif, mais il faut quand même venir à tous ces rendez-vous. Il faut venir 6 fois. On peut pas dire que c'est simple. On peut peut-être faire l'hypothèse que donner ses ovocytes, ça nécessite quand même d'être assez déterminé et d'avoir réfléchi au moins à 2 fois sur la démarche pour la faire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des injections d'hormones, il y a une ponction chirurgicale, un geste chirurgical qui expose aussi la femme au risque inhérent à une chirurgie, aussi bénigne soit-elle. Ouais, c'est vraiment un engagement à vie, mais on va dire que c'est plus... je vois pas comme une contrainte... on va dire que j'espère ne pas avoir à contacter le Sécos pour leur annoncer qu'il se passe quelque chose. J'espère que l'inverse sera pas le cas non plus, mais c'est vrai que j'ai pas fait cette démarche en me disant et si... On peut t'appeler pour te dire le droit à la reconnaissance, là, c'est ce fameux droit-là. Est-ce que toi, tu répondrais à ça ? Je pense que oui. Moi, je suis très curieuse, donc c'est vrai que si je connaissais pas mes parents, c'est pas vraiment mes parents, mais d'où je viens, je pense que j'aimerais savoir. Puis ça, en vrai, ça je sais à quoi ça m'engage en faisant ce don-là, donc. C'est quand même dingue de te dire que ton ovocyte va être à la base, peut-être, tu ne le sauras sans doute jamais, mais d'un projet d'enfant. Ouais, moi, ça me rend heureuse. Heureusement, je sais pas. J'en ai, prenez-les, servez-vous. Merci à Manon et à Simon pour leur témoignage. Merci aussi à Ségolène Vaux, Stéphanie Tranchot, Marc-Antoine Belloro-Turo pour leurs éclairages. Vous venez d'écouter le podcast Les gens du coin, une série imaginée par Actu.fr dont l'objectif est de raconter la vie des êtres humains qui habitent à côté de chez vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine.